La participation politique est l'ensemble des activités menées par les individus afin d'exercer une influence sur les autorités politiques. Le moyen traditionnel est le vote. Quels sont alors les facteurs qui expliquent les choix électoraux des citoyens? Autrement dit, comment expliquer le vote des citoyens? Deux grands modèles explicatifs du vote s'opposent alors. Premièrement, un modèle holiste et déterministe. Deuxièmement, un modèle individualiste et rationnel. Ces modèles s'opposent d'abord sur leur conception de l'individu. Pour le modèle holiste et déterministe, l'individu est un homo sociologicus passif. Il est ainsi passif et déterminé par des critères économiques, sociaux et culturels. En revanche, pour le modèle individualiste et rationnel, l'individu est un homo sociologicus actif. C'est un acteur rationnel capable de prendre des décisions. Comme ces analyses développent des conceptions de l'individu opposées, les déterminants du vote seront aussi différents. Les analyses holistes et déterministes mettent en avant les variables lourdes du vote. Ce sont des facteurs économiques et culturels qui déterminent les comportements électoraux. En revanche, pour l'analyse individualiste et rationnelle, les électeurs votent en fonction de positions de candidats sur des thèmes précis. André Siegfried a été un des premiers à mettre en avant le rôle des variables lourdes dans son tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République, publié en 1913. Il écrit ainsi « Le calcaire vote à gauche et le granit vote à droite ». Cette relation de corrélation s'explique par un enchaînement causal. La géologie du sol influence l'habitat, qui joue sur le régime de propriété. Cette variable qui explique alors directement le vote. Autre sociologue du courant déterministe, Paul Lazarsfeld, lors de l'élection présidentielle américaine de 1940, qui écrit « Une personne pense politiquement comme elle est socialement. Les orientations politiques sont stables et conformes aux normes du milieu familial, social et culturel. La campagne a alors un effet limité sur les choix politiques. La principale variable lourde est le statut socio-économique. Il y a ainsi une corrélation entre statut socio-économique et vote. On va noter ainsi plusieurs clivages. Les indépendants votent majoritairement à droite, les salariés à gauche. Chez les salariés, les ouvriers et les employés votent plus à gauche que les cadres supérieurs. Passons maintenant au modèle individualiste et rationnel. Celui-ci a été développé par Anthony Dawes dans An Economic Theory of Democracy. Ici, l'électeur est un stratège qui va choisir de manière autonome. L'électeur adopte alors un comportement rationnel pour voter. Il opère un calcul coût-bénéfice en fonction de l'offre électorale, les candidats, les programmes et les enjeux de l'élection, s'ils sont nationaux ou locaux. Il choisit alors le candidat ou le parti qui maximise ses gains. C'est maintenant un vote sur enjeu. Les électeurs votent en fonction des positions des candidats sur des enjeux précis. Autre différence entre ces deux modèles explicatifs du vote, la possibilité de prévoir à l'avance les résultats d'une élection. Pour le modèle holiste et déterministe, il y a une régularité du vote. À chaque élection, l'individu vote toujours pour le même camp ou pour le même parti politique. En revanche, pour le modèle individualiste et rationnel, comme le vote est influencé par des enjeux, il y a volatilité électorale. Le vote est instable. La proportion d'électeurs qui entre deux scrutins consécutifs changent de comportement électoral est relativement importante. Ainsi, l'électeur peut participer ou s'abstenir, mais aussi changer de camp politique entre deux élections. Quel modèle paraît aujourd'hui être le plus adapté pour expliquer le vote? Le modèle holiste a permis de bien expliquer les comportements électoraux jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais, depuis le début des années 1970, le modèle individualiste apporte des informations essentielles. En effet, l'influence des variables lourdes paraît aujourd'hui limitée. On peut prendre par exemple le vote de classe, mesuré par l'indice d'Alford. Cet indice est la différence entre la part des ouvriers qui votent à gauche et la part des non-ouvriers qui votent aussi à gauche. Plus l'indicateur est proche de 100, plus
plus le vote de classe est fort. En effet, quand l'indice est à 100, cela signifie que tous les ouvriers votent à gauche et aucun des non-ouvriers. Au début des années 50, l'indice d'Alford est élevé pour toutes les démocraties occidentales. Et, depuis cette date, il diminue régulièrement. Les différences dans les votes entre ouvriers et non-ouvriers sont donc moins importantes aujourd'hui que dans les années 50. Parallèlement, depuis le début des années 70, le vote est de plus en plus instable. Le vote de l'électeur, le développement de l'électeur rationnel s'expliquerait par des transformations sociales et culturelles. D'abord, la démocratisation scolaire, qui permettrait à tous les électeurs de comprendre les programmes politiques. Ensuite, l'individualisme, qui détacherait les individus de leur influence familiale et sociale.